Bonjour à tous et bienvenue sur Chess Me. Alors vous êtes très nombreux à avoir suivi la série sur le Grenke et donc comme je vous l'avais promis, elle se termine, elle va s'achever par un bilan. Le bilan que je dresse de cette aventure qui a été riche en rebondissements et en émotions. Et donc ce bilan, je veux le partager avec vous parce qu'à cette occasion, j'ai découvert plusieurs choses qui n'allaient pas du tout dans mon entraînement ou ma façon de penser. Et avec les parties que je vous ai montrées, je vais remettre le doigt sur certains moments, certaines erreurs. Donc si vous avez suivi la série, je pense que vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite plutôt à regarder d'abord les rondes 1 à 9 du Grenke de cette série. De toute façon, toutes les vidéos se suivent, donc c'est pas très dur de les retrouver dans l'ordre. Et de regarder ensuite ce bilan. Voilà. Alors, allons-y. Tout d'abord, pourquoi, si ça veut bien, pourquoi cette série sur le Grenke? Eh bien, le Grenke Chess Open A, qui s'est déroulé quand d'ailleurs? Non, fin avril, en Allemagne, est tout simplement le plus grand Open d'Europe. Alors pas seulement le A, mais il y a B, C, il y a plus de 2000 joueurs, mais dans le A c'est déjà colossal, hein, il y avait presque 1000 joueurs. L'Open A étant réservé aux joueurs de plus de 1900 Elo. Et c'est donc presque 1000 joueurs de plus de 1900 Elo, fatalement le plus grand et le plus difficile Open auquel j'ai participé, puisque depuis 1 an et demi que je fais des compétitions, je n'ai fait que des petits tournois de week-end en France principalement, mais je me suis rarement, très très rarement déplacé à l'étranger, et sur un Open tel que celui-là, jamais. Donc c'était tout nouveau pour moi, et c'est assez formidable. Et rien que ça, la dimension de l'événement, le nombre de joueurs, l'organisation mérite de faire une couverture, je pense, au niveau amateur, puisqu'on voit évidemment les pros, mais au niveau amateur, ça mérite aussi d'être souligné. Voilà. Donc ensuite, et vous allez le voir, vous le savez si vous avez suivi les parties, euh, mon résultat a été, d'un point de vue sportif, très mauvais. Très très mauvais, beaucoup de défaites, que des défaites quasiment. Et c'était important pour moi d'exorciser un petit peu le mal en parlant avec vous, parce que vous êtes mes coachs, vous me suivez, vous faites des commentaires, vous m'aidez. C'est important quand les choses se passent mal de pouvoir aussi en parler. Et bon, la communauté autour de Chess.me me semble être la plus appropriée pour échanger lorsqu'il s'agit d'échecs et de mes résultats. Voilà, donc ça passe forcément aussi par du coup, des remerciements, parce que vous avez été extrêmement nombreux à suivre cette série sur le Grenke, et je pense que vous serez aussi nombreux à suivre ce bilan, même s'il va être long, parce que je parle, mais enfin vous pouvez sauter aux endroits où ça vous plaît, où ça vous intéresse. Remerciements parce que aucune série que j'ai posée pour l'instant sur YouTube n'a eu autant de succès. Et j'étais très très surpris. Donc déjà, je vous le dis, si ça vous a plu, et a priori si vous avez été nombreux et ça vous a plu, je vais poursuivre cette expérience, c'est-à-dire de montrer mes propres analyses de mes propres parties en compétition pour échanger avec vous. Et aussi parce que vous avez des retours intéressants. D'abord, vous m'encouragez quand ça se passe mal, et ça fait beaucoup de bien. Vous me félicitez quand ça se passe bien, et ça c'est plutôt sympa aussi. Vous êtes nombreux à avoir souligné que malgré les mauvais résultats, j'avais souvent des bonnes positions, donc ça réchauffe, je ne suis pas le seul à l'avoir pensé si vous voulez. Et puis aussi, vous me donnez des idées, vous émettez vos idées, vous émettez des hypothèses, et d'ailleurs je tiens à saluer la façon dont vous participez, parce que très souvent, vous proposez des plans ou des coups, et il est clair que vous n'avez pas forcément utilisé le module pour les proposer, donc c'est vraiment des idées humaines, et c'est ça qui m'intéresse, et j'espère que vous l'aurez noté aussi dans mes parties, ou dans les analyses de parties que j'ai mis sur cette série. Je ne m'appuie pas sur le module, je vous donne les coups auxquels j'ai pensé, et si il y a un mat en 17 coups avec le module, ça m'intéresse peu, parce que c'est pas quelque chose que je vais trouver de toute façon, et c'est pas quelque chose d'humain. Donc nous, lorsque nous jouons des échecs, nous jouons des échecs plutôt humains, et donc c'est ces débats d'idées qui sont intéressants. Donc le plan, dire voilà, tu aurais peut-être dû plutôt attaquer par là, ou là ça pouvait peut-être résister comme ci ou comme ça c'est vraiment intéressant. Donc vraiment merci, vous êtes super nombreux. De toutes les, encore une fois, de toutes les vidéos que j'ai postées, c'est celle-ci dans le temps qui a le plus grand succès, et ça m'encourage à continuer forcément, parce que je trouve qu'il y a un échange vraiment, vraiment sympa.
Quoi d'autre? Le contexte maintenant du tournoi, dans lequel je suis allé dans ce tournoi. Donc c'est un grand tournoi, c'est un événement que j'attendais depuis longtemps, mais je ne m'étais pas spécialement préparé pour le grain que je n'avais pas fait une préparation spéciale, je continuais. Toutefois, on était dans un contexte où depuis 7 mois, je l'avais dit dans mes bilans précédents, je gagnais des points Elo, je progressais, et donc après avoir atteint les 2000 Elo début avril, j'espérais atteindre 2050 dans l'été. Voilà, c'était à peu près mes réflexions. Donc, des objectifs très ciblés sur le Hello et des résultats en croissance régulière. Toutefois, juste avant de me rendre au Grenke, j'ai joué un tournoi qui s'est mal passé, alors pas seulement pour des raisons niveau de jeu d'échecs, mais aussi à côté. J'étais pas forcément concentré comme il fallait, il y a eu un peu la fête, il y a eu plein de choses, et j'ai fait un très mauvais tournoi. Voilà, on peut le dire. Donc j'arrivais pas forcément en confiance au Grenke, je savais déjà que ça s'était mal passé, il fallait plutôt que je me refasse en quelque sorte, et je pensais que c'était possible. Mais en termes de confiance, c'était pas le top. Et d'ailleurs, une partie des échecs, enfin de la déconvenue dans le tournoi précédent, relève aussi de ce qu'on va voir ici dans ce bilan, puisque c'était à 1 ou 2 semaines d'écart, enfin on est vraiment dans la même période, et les mêmes écueils peuvent se retrouver. Donc voilà le contexte. Et maintenant, qu'est-ce que je vais vous dire pendant ce bilan? Donc on va regarder les résultats, bien sûr, les résultats que j'ai faits, ceux que vous voyez dans les parties. Je vais commenter. Ensuite, je vais repasser rapidement, mais ça va prendre quand même du temps, sur les erreurs, cette fois en les classant, en vous montrant pourquoi je regroupe telle erreur avec telle autre et quelles conclusions j'en tire. Donc évidemment, le constat, il y a des erreurs et quel constat, quelle analyse j'en fais. Et les révisions, l'impact que ce que j'ai découvert au Grenke, ce que j'ai découvert en regardant les erreurs dans les parties que j'ai partagées avec vous, eh bien ça remet en cause ce que je faisais à l'entraînement, ce que je faisais en compétition et ce que je faisais hors compétition. D'ailleurs, je reviens juste un petit mot sur le contexte. Comme je vous le disais, mon objectif c'était d'arriver dans l'été aux alentours de 2050. Et je venais de mettre en application un nouveau plan, ou du moins je venais de vous montrer un nouveau plan qui comprenait beaucoup plus de travail, beaucoup plus de temps. Là où auparavant j'étais aux alentours de 3 heures d'échecs par jour, j'espérais passer à 5-6 heures d'échecs avec beaucoup de choses revues en profondeur. Donc un contexte ultra exigeant. Voilà. Mais voilà, il y a plein de choses qui se dessinent. Si vous suivez, je pense que vous voyez assez vite où je vais en venir. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux aussi à avoir, en suivant la série, émis des hypothèses et des suggestions qui rejoignent mes propres conclusions. Donc pas mal d'entre vous savent exactement ce qui n'allait pas en fait déjà dans ma préparation et dans ma façon d'aborder les parties. Donc c'est super intéressant aussi parce que je pense qu'il y a peut-être un enrichissement mutuel à ce niveau-là. Enfin en tout cas moi j'en tire bénéfice et je vous en remercie grandement. Et puis c'est amusant de réfléchir beaucoup sur soi et de voir que des gens arrivent aux mêmes conclusions dans certains cas, dans d'autres cas non. Donc ça me permet à moi d'adapter le tir. Voilà. Donc dans ce bilan, je vais voir ces révisions et l'impact, qu'est-ce que je vais changer dans mon entraînement. C'est terrible cette caméra parce que dès qu'on touche ses cheveux, on voit qu'on a les cheveux en l'air et tout. Bon, ça ne va pas du tout. Mais plutôt que de parler des cheveux, avançons et allons aux résultats. Donc les résultats du Grenke. Alors pour moi en tout cas, dans l'Open A. Donc vous avez les 9 rondes, les résultats sportifs s'entend, le résultat en points a été très mauvais. Allez, on envoie tout de suite, on perd pas de temps. 9 rondes. Évidemment, les noirs, dès le début, et plus souvent que les blancs, parce que ça, c'est la règle pour moi. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment c'est pour vous d'ailleurs, mais si je regarde toutes mes statistiques de parties sur une année, de toute façon, dans tous les tournois, j'ai une fois de plus les noirs que les blancs. Il est très très rare, je crois que ça m'est arrivé qu'une seule fois d'avoir plus souvent les blancs que les noirs. Sinon, c'est systématiquement les noirs plus souvent. Alors je croyais que c'était parce que j'étais souvent à pareil effort contre faible, mais là j'ai souvent été... Enfin bon, ça change rien de toute façon. Voilà, j'ai commencé dès la première ronde et je me suis dit, ok, j'aurai 5 fois les noirs et 4 fois les blancs, et ça n'a pas raté. Et c'est important pour moi, puisque sur mes statistiques sur une année, j'arrive à plus de 70%, entre 70 et 80% selon l'ouverture de réussite avec les blancs, et seulement 50% avec les noirs. Alors avec les noirs, ça s'améliore en fait, parce que j'ai changé mes ouvertures il n'y a pas très très longtemps, enfin il n'y a pas très très longtemps. Si, quand même, ça commence à faire 1 an, mars, avril l'année dernière que j'ai changé mes ouvertures, et depuis les statistiques s'améliorent avec les noirs. J'avais quand même un problème de répertoire noir qui est plutôt amélioré, on va dire.
Mais quand même, mes résultats sont meilleurs avec les blancs qu'avec les noirs. Alors pour ce tournoi, il n'y aura pas de souci, mes résultats sont de toute façon très mauvais, et d'ailleurs statistiquement, on le voit, ils seront meilleurs avec les noirs pour le coup, puisque j'aurais fait un 1,5 avec les noirs contre 1 avec les blancs. Alors ça, c'est les résultats donc, du tournoi, c'est les parties que je vous ai montrées. Euh, c'est le résultat sportif net. Alors il y a une petite polémique sur la partie 6, parce que je dis que je l'ai perdu, et je donne madame dans le Zainot, c'est le cas. Il me reste 27 secondes quand je donne madame en un coup, hein, bêtement. Tout simplement, c'est le side note et c'est plus vraiment des échecs, quoi, 27 secondes. Et 27 secondes KO, hein, je répète, ce tournoi, au fait, se jouait au rythme KO, donc il n'y a aucun incrément de temps. Donc, quand vous voyez 27 secondes à la pendule, vous avez 27 secondes pour mater, et j'arrive pas à passer la deuxième, à accélérer pour le faire. Je donne madame, c'est plus rapide. Euh, et donc mon adversaire, qui était plutôt fair play, enfin soit il était fair play, soit il culpabilisait un petit peu d'avoir poussé la partie si loin parce qu'il était perdant depuis un moment et très perdant depuis un moment, mais il n'a pas abandonné parce que j'étais mal au temps. Il a raison de le faire, il a le droit de le faire. Toutefois, lorsque madame est tombée, on va dire, et m'a pendule avec, il a proposé nul. Il m'a proposé nul en disant bon, c'est un jeu, je crois que c'est plus juste, et bon, j'ai accepté, je l'ai remercié. Ça m'a fait du bien parce que j'avais besoin de quelques points. Mais pour moi, cette partie, quand je l'analyse, quand je vous la montre, la ronde 6, je dis qu'elle est perdue, puisque sur l'échiquier, je l'ai perdue. Et après, bon, on est tombé sur un gentleman, merci monsieur. Euh, mais en réalité, c'était perdu, quoi. Voilà. Donc, résultat sportif catastrophique. Et après, il y a un autre résultat que je vais vous montrer et que je vous invite à faire aussi quand vous avez des mauvaises parties ou des. Alors, on dit tout le temps j'avais gagné cette partie, mais finalement je l'ai perdue, etc. Il faut être un minimum objectif, mais c'est pas mal de regarder quel peut être aussi le résultat psychologique ou le résultat potentiel, le résultat qui aurait pu être. Pourquoi? Bah d'abord parce que ça permet de digérer la pilule quand c'est si mauvais que ça. Là, on est avec 2 points sur 9 face à une moyenne de joueurs à 2000, donc c'est pas, enfin, c'est pas cohérent avec le niveau que j'avais en arrivant, ou mon classement à moi-même, ça aurait dû être 50%. Et donc le potentiel, c'était quoi? Donc l'intérêt, c'est de digérer, comme je disais, l'addition, et puis de regarder plus objectivement les parties. D'ailleurs, il faut le faire dans les deux sens. Ça m'est arrivé aussi de gagner des tournois. Cette année, j'ai gagné des tournois, vous voyez, j'ai pas que ces mauvais résultats. Et dans certains cas, certaines parties dans ces tournois gagnés, j'aurais peut-être dû les perdre. Donc, il faut savoir le faire dans l'autre sens et relativiser aussi les bons résultats en disant attention, on n'est peut-être pas aussi fort que ça, c'est pas parce qu'on a une performance à 2300 Elo qu'on est 2300 Elo. D'abord, on aurait peut-être pu perdre contre un 1500 à un moment, vous voyez, bon. Donc il faut reporter et essayer de juger son classement potentiel. Alors dans le cas présent, pour moi, le résultat potentiel, il est ici, c'est-à-dire que la première partie avec les noirs, j'avais une nulle assez simple qui était à ma portée. J'ai joué pour ça, mais j'ai pas réussi à la concrétiser. Mais potentiellement, c'était nul. La deuxième partie également, puisque à un moment j'ai été un peu trop ambitieux, mais si j'avais joué de façon plus posée, c'était tout à fait égal. La troisième partie, mon adversaire m'a surclassé, m'a débordé, m'a atomisé, m'a battu, rien à dire. Dans la quatrième partie, j'ai gagné. Je ne peux pas dire autrement. À un moment, je joue roi G5 au lieu d'H6, un coup est gagnant, l'autre est perdant, on est dans le Zainot. Donc, problème de pendule, c'est sûr, mais je donne le potentiel. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'essaye pas de vous dire que mon résultat était bien meilleur. J'essaye de moi évaluer objectivement ce que j'ai fait dans mes parties. Est-ce que toutes ces bulles sont des bulles nettes ou est-ce que c'est différent? Et je dis non. Là, clairement, il y avait l'égalité pendant tout, à un moment donné ou pendant toute la partie, et pas l'égalité stockfish à 14 coups. L'égalité que je prévoyais mais que j'ai pas réussi à réaliser. Et pareil, là, la victoire pour les Blancs. La cinquième partie a été nulle, pas vraiment discutable, ça a été nul à peu près toute la partie. La sixième, c'est la partie qui m'a fait le plus de mal, donc pour moi c'est une victoire. J'avais 4 ou 5 pions d'avant, je ne sais plus, et voilà quoi. Et j'avais super bien défendu, etc. Bon bref, deux changements, enfin. Donc une victoire morale. Et ensuite, la septième partie, donc j'étais tellement démoralisé que celle-là je l'ai pas jouée, donc je l'ai perdue, j'avoue, je l'ai perdue et il n'y a rien à dire. J'ai fait, regardez le résumé de la ronde 7 si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, mais bon, celle-là, je ne l'ai pas jouée. La 8, j'ai bien joué, mais mon adversaire aussi, il a gagné, et personne n'a fait vraiment de grosses erreurs, et j'ai juste raté un petit moment mon occasion, mais voilà, il m'a battu, donc pour moi, c'est une défaite. Et la dernière, je l'ai gagnée, proprement, pas grand-chose à dire. Donc, le résultat potentiel était plutôt
aux alentours de 1, 2, 3, 4, 4,5 que 2 sur 9. Donc 50%, ce qui correspond d'ailleurs, j'ai dit, je suis arrivé avec un Elo de 2000, la moyenne semble être aux alentours de 2000, ça me paraît à peu près logique, et c'est vraiment ce que j'ai vu dans les parties. Donc ça me rassure un peu sur mon niveau de jeu, parce que c'est très très mauvais de se dire, en fait, je suis incapable de gagner une partie, et j'arrive à rien, et j'arrête les échecs. Non, dans les positions, il s'est passé des trucs quand même, dans les parties, il s'est passé des trucs. Donc je vous invite à le faire aussi pour vos tournois quand ça se passe mal, et aussi quand ça se passe bien pour relativiser un peu. Et puis un autre indicateur que j'avais envie de regarder sur le Grenke, avant d'aller vers le bilan lui-même, c'est le, les ouvertures. Parce que je travaille beaucoup sur les ouvertures, vous aussi, mais est-ce qu'on travaille trop quand on est amateur sur les ouvertures? Est-ce qu'on ne travaille pas assez? C'est délicat. Et un bon moyen de le savoir, c'est d'observer dans chacune des parties au bout de combien de coups on est sorti de son répertoire d'ouverture. Et si c'est notre adversaire qui vraisemblablement est sorti le premier du répertoire, ou si c'est nous-mêmes. Donc en gros, est-ce que j'en savais plus que mes adversaires dans l'ouverture, et à quel moment je suis sorti de mon répertoire. Pourquoi ça? Parce que il faut faire des choix. On a tous un temps limité pour s'entraîner, et il faut choisir où placer ses efforts. Alors l'ouverture, on est sûr que c'est important. On rêve tous d'avoir une position gagnante à la sortie de l'ouverture, mais ça n'est pas possible, parce que si ça existait, ce serait juste la fin des échecs. Donc considérez qu'à la sortie de l'ouverture, vous avez grosso modo une position égale, et puis voilà, il faut se débrouiller avec ça. Donc jusqu'où approfondir l'ouverture quand on a un temps limité et qu'on est un amateur? Y a-t-il pas non plus du temps à consacrer dans d'autres pôles de jeu? Et ça, c'est ce que je veux aussi montrer par rapport à mon expérience au Grenke et une des conclusions. Donc pour ça, du coup, je me dis, et les ouvertures, est-ce que j'y passe pas trop de temps, ou est-ce que je peux limiter du temps? Et donc ici, c'est assez intéressant, parce que je suis dans un tournoi avec quand même des bons amateurs, des forts joueurs. Enfin, il y avait même énormément de grands maîtres et maîtres, mais j'ai pas eu la chance de les rencontrer. Mais les amateurs que j'ai rencontrés étaient des amateurs sérieux. Et curieusement, si je regarde les ouvertures, donc le plus et moins, je vais vous expliquer, mais le numéro, c'est le numéro du coup où on est sorti du répertoire. Et bien la moyenne, hein, même si une moyenne ça veut rien dire, la moyenne c'est 8 coups. Donc au bout de 8 coups, on était hors de mon répertoire, de mon fait, ou du fait de l'adversaire. C'est-à-dire que ça peut être aussi l'adversaire de temps en temps qui s'est retrouvé hors répertoire, quoi, et qui a joué quelque chose de bizarroïde. Ça, c'est relativement intéressant. Il n'y a qu'un seul cas où on est allé à 17 coups. Voilà. Un seul cas où on est allé au 17e coup. Ce qui est d'ailleurs une exception dans mon répertoire, parce que j'essaye de limiter déjà mon répertoire à 13 coups. Et quand je vois ces statistiques, je me dis que j'ai raison de le limiter à New 13 coups. message for you. Pardon. J'ai raison de le limiter à 13 coups parce que, tout simplement, c'est même peut-être déjà trop. Grosso modo, la moyenne elle est à 8 coups, donc 10 coups, 11 coups, ce serait largement suffisant. Alors après, le plus et le moins, c'est quoi? Plus, c'est un peu comme une victoire. Ça veut dire que c'est mon adversaire qui a été sorti le premier de son répertoire. C'est quelque chose qu'on voit hein, quand on joue. L'adversaire joue vite et puis d'un seul coup il se pose, il puis il réfléchit un quart d'heure, il est paumé. On sait qu'il est plus dans son répertoire. Ou alors il se souvient plus de son répertoire, mais il est plus dans le par cœur. Donc le plus signifie que c'est mon adversaire le premier qui est sorti du répertoire, et le moins signifie que c'est moi. Là en l'occurrence j'avais fait une erreur de répertoire dans la première partie que j'ai eu bien du mal à récupérer, il m'a fallu un sacrifice pour m'en remettre, mais j'ai pas réussi à concrétiser. Mais donc c'est un truc intéressant aussi, c'est que vous voyez les plus et les moins, face à cette adversité, s'équilibrent à peu près, c'est pas les plus forts, il y en a autant de tous les côtés, bon. Donc en gros, mes adversaires n'en savaient pas forcément plus que moi sur les ouvertures. Donc mon répertoire était au moins en largeur adapté, puisque je suis sorti à peu près aussi souvent que de mon répertoire. Alors là, c'est une bêtise, une erreur de ma part. Dans la troisième partie, quelle était la troisième partie? Oui, c'est une variante assez courte de mon répertoire. 11, je suis surpris d'ailleurs, je me demande si... Ah ouais, non, c'est ça. Euh, on est allé au bout de mon répertoire en fait, donc moi je connais pas plus de 11 coups dans cette variante, mais j'ai pas forcément joué une erreur après, donc ça va. 17, là c'est une ouverture que je connais bien, et j'ai eu l'avantage et j'allais gagner la partie ensuite, enfin j'ai transformé, donc ça c'était bien. Sauf que j'ai perdu, hein, on ne va pas la refaire, la quatrième et la sixième, ça fait mal, ça pique. Donc voilà, bon, je ne vais pas toutes les commenter, vous avez l'idée. Je suis surpris que dans un Open A de plus de 1900, où je rencontre une moyenne Elo, alors j'ai pas vraiment fait la moyenne d'ailleurs,
quelle est-elle exactement 2030, moyenne Elo de 2030. Eh bien, il semblerait qu'en moyenne, 8 coups de répertoire peuvent suffire. Alors ça fait réfléchir hein, quand on est à 2000, mais aussi quand on est à 1800, à 1600, à 1400. Est-ce que ça vaut le coup d'apprendre 20 coups de répertoire d'ouverture? Dans un tournoi où vous avez des joueurs en moyenne à 2030, qui vont de 1950 en gros à 2000, ou 1910 à 2250, eh ben on sort 8 coups de répertoire. Il y a une fois sur 9 où on est allé à 17 coups. Et cette partie, ouais d'accord, ok. Mais sinon, c'est très court, quoi. Et c'est pas forcément moi qui ai le plus petit répertoire. À tour de rôle, on sort de notre répertoire assez tôt. Donc c'est quand même un constat, moi qui me surprend. Hein. Rien que Open A, 5 coups, 6 coups, 5 coups, 6 coups hors répertoire, c'est quand même relativement intéressant. Donc, première conclusion, je pense, je ne vais pas approfondir plus que ça mon répertoire, ni y consacrer plus de temps. Si j'ai des progrès à faire, a priori là c'est assez équilibré, c'est pas dans la zone des ouvertures que j'ai des progrès à faire. Premier bilan intéressant sur l'investissement du temps. Donc, première conclusion intéressante. Ok, alors ensuite, on avance. Les erreurs que j'ai faites au Grenke. Donc vous avez vu toute la série, vous avez vu toutes les parties, vous avez donc vu toutes les erreurs, et vous en avez même relevé d'autres. Je n'ai parlé que des plus grosses, et là ce que je vais faire, c'est que je vais les regrouper. Donc je vous demande un petit instant, enfin vous n'avez pas besoin d'un instant, moi je vais mettre sur pause, je vais préparer quelque chose, et on va regarder chaque erreur, donc, ou plutôt je vais vous montrer une série d'erreurs que j'ai regroupées, et après je vous dirai quelle est ma conclusion. Voilà, nous voici dans la deuxième ronde, deuxième partie, et ici, dans cette position, j'étais parti un peu à l'aventure avant avec mon fou, et cette aventure se terminait par fou G3. C'est énorme d'ailleurs quand on voit la partie en live comme ça, position posée. Évidemment, les noirs ont pris, mais ici, je devais absolument pas jouer ce coup, mais jouer tour prend. Alors la position tour prend E4, la position est perdue, mais on a plus de chances de résister, de faire peut-être une petite forteresse dans cette situation que, alors forteresse il y aura du travail, mais en tout cas on aura plus de jeu que en jouant directement fou G3 comme je l'ai fait. Première erreur, je vais vous montrer d'autres erreurs du même type. Alors là on est sur la deuxième partie, on peut aller à la troisième partie. Je vous pose l'échiquier dans une seconde. Troisième ronde, les blancs viennent de jouer fou H5, menaçant mon fou F7 et de s'emparer donc de la case E6 pour leur cavalier. Je réponds G6, erreur que je classe dans la même catégorie que la précédente. G6, le problème de G6, c'est qu'il y a fou prend G6 qui est possible, H prend G6, F prend G6, fou prend G6 et qui se termine par dame G3 que je n'avais pas vu et qui va regagner la pièce avec bonus. Au lieu de G6, il y avait pourtant un coup très simple, dame E8 qui défend le fou, et si fou prend cavalier E6 comme souhaitent le faire sans doute les blancs, et ben c'est pas la fin du monde parce qu'on va pouvoir recycler le cavalier et déloger le cavalier blanc assez vite. On peut aussi le faire d'ailleurs comme ça, c'est une autre possibilité. Donc, deuxième erreur de la même catégorie, je ne sais pas si vous voyez un peu la catégorie. On va passer à la cinquième partie. Dans la cinquième partie, tout le plan que j'avais basé ici avec un pion de plus, c'était de passer le roi de l'autre côté, enfin ou plutôt comme ça d'ailleurs, de l'amener ici pour essayer de gagner ensuite en pénétrant avec le roi et en allant attaquer les pions blancs. Toute cette conception est fausse parce que au moment où je passe, alors évidemment j'avais bien défendu ce pion, mais les blancs peuvent jouer tour E5, et je n'avais pas du tout vu tour E5, qui annule en fait la conception, parce que quand je m'en vais, ensuite ce sont les blancs qui pénètrent dans le camp noir. Donc cette menace, tour E5, je l'ai totalement occultée, et c'est une erreur aussi que je rapproche vraiment des deux autres. Ensuite, on va partir sur la partie 6. Pardon, la partie 7, pas la partie 6. La partie 6, c'est la partie de la douleur, et la partie 7, c'est la partie de l'horreur. Et donc, dans cette partie de l'horreur, les blancs viennent de faire fou prend D4,
partie de l'horreur. Allez voir la ronde 7 si vous ne l'avez pas vue, vous comprendrez. Ici, je joue fou C5, ratant E5, qui tout simplement me demande de mettre mon cavalier en D5 ou en G8, mais de me retrouver dans une situation très difficile, alors qu'il fallait jouer absolument ici E5. Et enfin dans la partie 9, et dans cette position, je joue fou F6, ratant tout simplement que mon adversaire peut jouer A4, et que tout le plan que j'ai échafaudé de développement de mon fou en B7 ne marche plus juste à cause de ce coup. Donc les blancs peuvent jouer le coup prophylactique A4, et donc en surprophylaxie, j'aurais peut-être dû jouer tout de suite cavalier B6, A4, fou B7, A5, me permettait de développer mon fou juste à temps. Donc voilà ici ce coup raté. Donc je vous ai montré 4 parties, 4 erreurs, et ces 4 erreurs ont quelque chose en commun. Alors je ne sais pas si vous avez conscience, vous, de ce que ça a en commun, mais sinon je vais vous le dire. Voilà, donc il s'agit dans les 4 cas, d'ailleurs 5 cas, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 4, la preuve, encore une erreur. Donc voilà, 5 parties sur 9, j'ai raté une menace simple, voire très simple. Et j'ai exclu les high notes, c'est important. Je ne vous ai pas mis les gaffes en high notes, la dame donnée dans la partie 6, ou d'autres gaffes d'ailleurs à d'autres moments dans les parties où j'étais en high note. Non, non, je parle de moments où j'avais un temps raisonnable pour prendre ma décision, et décision que j'ai prise après ce temps, 30 secondes, 1 minute ou 2 minutes. Donc c'est évident, quand on voit comme ça poser les 5 parties à la suite, comme je viens de vous le faire, il s'agit de menaces très simples. On se demande même comment c'est possible sur une partie lente de faire de telles erreurs. Vous voyez, sorti du contexte, de l'analyse, de ce qui s'est passé avant, c'est assez flagrant. 5 parties sur 9. Alors j'ai pris les plus grosses erreurs, celles qui m'intéressent, il peut y en avoir des petites autres aussi. Il faut faire attention avec la notion d'erreur, il ne faut pas s'arrêter à toutes les petites imprécisions. Mais là, quand même, je pense que c'est parlant, c'est notable. On peut bien dire qu'une fois sur 2, quand même, je rate une menace ultra simple. Je vous emmène maintenant voir une autre catégorie d'erreurs, et je vous rassure, ce sera la deuxième fois seulement où on fera cet exercice, même si ça peut être rigolo. Je ne sais pas comment ça se passe, parce que moi je coupe, je mets, je parle, je recoupe. Je ne sais pas si vous le percevez bien de votre côté, on verra ça. Vous savez que je ne suis pas doué en montage, en fait je ne monte rien, je fais les vidéos et je vous les balance, donc j'espère que ce sera digeste. De toute façon, c'est un résumé qui va durer 1 heure. Mais si vous voulez en savoir plus sur les parties, encore une fois, je vous invite à revoir les vidéos sur ces différentes parties. Alors, donc maintenant je vais vous montrer d'autres situations, et avec une autre conclusion. Et on va partir, alors là on va voir beaucoup de parties, on va en voir 6, je vous le dis tout de suite. Donc c'est 6 parties sur 9, c'est encore plus flagrant que 5. Et on va partir dès la première partie, on y va. Et nous y voilà, cette fameuse première ronde contre le 2250, où j'ai sacrifié une pièce contre 3 pions, enfin à ce moment-là 2 pions seulement d'ailleurs, pour essayer de provoquer la nulle et mettre un peu la zizanie dans son camp. On voit qu'à mon avis il n'est pas super content de sa situation à ce moment-là. Très au noir, donc j'ai récupéré 2 pions pour la pièce, je ne peux résister à l'envie de sauter sur le 3e pion, mais c'est une erreur. Et à partir de là, les blancs vont prendre l'avantage et vont retrouver l'avantage et vont réussir à l'exploiter. Alors que si j'avais joué tour B4, qu'au passage je vais essayer ensuite dans la partie de placer, mais je ne pourrai plus. Donc c'était quand même l'idée. Tour B4 donc, si par exemple A3, il y avait tour C4, la dame peut venir ici défendre le pion quand même. Dame échec, il faut parer l'échec. Alors il faut parer l'échec avec la dame, parce que si on part avec le roi, on va sans doute avoir des soucis plus importants, parce que la tour va réussir à rentrer assez vite. Par exemple, dame échec, puis dame prend pion, qui menacera tour G4, etc. Donc bref, sur cet échec, c'est dame G4, dame échec, et là évidemment on ne remet pas le roi, puisque c'est tour G4 qui gagne la dame, donc on est obligé de revenir, et c'était nul. La partie était nulle. Voilà. Donc il fallait quand même voir quelques coups. Mais dans cette position,
sauter sur le pion. Alors, on prend un pion avec échec. Ok, difficile de voir que peut-être tour B4 c'était le meilleur coup. Ce qui est dommage, c'est qu'après, pendant le reste de la partie, je vais essayer de jouer tour B4 et je ne pourrai pas y parvenir et je vais perdre. Voilà, donc ça c'est le cas de la première partie. Allons voir maintenant la deuxième partie. Ok, très haut blanc dans cette position. Et dans cette position, j'ai joué D prend E6, qui est un mauvais coup. Peu trop optimiste et qui ne fonctionne pas. Cette diagonale va plutôt servir aux noirs qui l'exploiteront très bien pour gagner la partie. Au lieu de ça, je pouvais tout simplement reculer mon fou dans un premier temps. Ce fou doit donc peut-être se replacer. Et ensuite, on peut jouer fou F3, cavalier C3. Cavalier C3, fou prend C3. Et les blancs ont une situation tout à fait agréable. Voilà. Donc ici, E prend D6, un coup très ambitieux, alors qu'il y avait un coup simple qui permettait de réorganiser en fait les pièces blanches et se replacer sur la grande diagonale. Deuxième faute que je rapproche de la première. On va aller en voir une troisième dans la troisième partie. Donc toutes ces fautes que je vous montre, pour moi je les mets dans la même catégorie. Donc vous pouvez imaginer peut-être quelle catégorie c'est ou pas, mais vous allez voir. Moi je trouve beaucoup de similitudes. Ok, troisième partie, dans cette position, très haut noir. On a vu d'ailleurs que... Bon, ils viennent de jouer fou B2, mais on a vu qu'il y avait fou H5 qui était dans l'air, c'est la gaffe que je vais faire après avec G6. J'aurais donc dû me méfier, je joue A4, qui ne fait pas vraiment avancer le schmilblick. Et un autre coup intéressant aurait pu être fou E3, tout simplement pour déloger ce cavalier dangereux, et ne plus avoir de problème ensuite sur E6. Ça aurait été un coup intéressant, parce que ce cavalier en fait n'a pas beaucoup de cases où fuir, sauf peut-être H3, mais c'est pas intéressant pour lui, donc il va probablement être échangé. Donc, ou alors, bon, il faut faire du fou, viens là, cavalier, viens là, mais du coup, moi j'aurais totalement égalisé avec un pion en E5. Donc dans cette position, A4, un coup qui ne construit pas grand-chose en fait, et fou E3 était beaucoup plus concret. Avant de continuer, j'apporte quand même un indice, pour ceux qui sont à la maison, ou un éclairage que j'aurais dû mettre tout de suite sur cette nouvelle série d'erreurs. Dans cette position ici, j'ai à peine considéré fou E3. Et c'est ça, pour moi, l'erreur. Dans la partie précédente, lorsque j'ai joué E prend D6, j'ai à peine considéré fou E1, ou à peine calculé fou E1, dans la deuxième. Et dans la première, lorsque j'ai joué dame prend H4 échec, c'était plus fort que moi, ça me brûlait les doigts, et je n'ai à peine ou pas considéré tour B4. C'est surtout là que je veux en venir. Et donc on va passer à la cinquième partie, je crois. Oui, la cinquième partie. Cinquième partie, on est plutôt dans le début de partie, et si vous avez suivi, j'ai sacrifié en H2, etc. Le tout pour un dame F6, pour entrer sur cette diagonale. Mais en fait, c'est une erreur que j'ai déjà fait dans une autre partie, dans un autre tournoi, ça. Envoyer la dame chercher du matériel en camp ennemi, c'est pas forcément très malin, parce que ça développe pas de pièces, et puis la dame va devoir bouger 15 fois pour aller chercher, pour revenir, pour se remettre en place, à l'abri, etc. Donc il faut toujours mieux envoyer les petits soldats que les gros. Et ici, dans cette position, très au noir, et quand on regarde la position, c'est quand même flagrant, on peut tout simplement jouer fou E5. Alors ok, dame F6 n'est pas une erreur, mais je le mets dans cette catégorie parce que fou E5 est un meilleur coup, et c'est un candidat que je n'ai pas considéré, tout simplement. Alors que c'est un coup qui attaque une pièce aussi, et qui règle les problèmes. Bon, enfin bref, je la fais courte. Un candidat qui n'a pas été considéré et qui était probablement meilleur que le coup joué. Nous revoici dans la septième partie, la partie de la peur, la partie de la honte, je ne sais plus comment l'appeler, cette partie 7. Alors j'espère pour ceux qui attendaient le bilan que vous en avez pour votre argent. Vous voyez, on fait un vrai bilan, on regarde tout, et puis j'espère que ça vous inspirera aussi pour vos propres études. Mais bon, dans la partie 7, très au noir ici, on est dans une sicilienne, il y a un coup qui est jouable et qu'il faut jouer tout de suite, c'est D5. New message for you. Assez évident, D5. Peut s'en suivre, prend D5, prend D5, mais je vais la faire courte. Au lieu de quoi, j'ai joué le très douteux cavalier prend D4, fou prend D4, aggravé en plus par l'erreur qu'on a vue juste avant avec fou C5 et E5. Bon, bref.
Donc ici, cavalier D5, pardon, pion D5, un candidat que je n'ai pas considéré alors qu'il est évident dans la sicilienne. Mais encore une fois, la 7e partie, on va quand même la mettre un petit peu à part, parce que j'y étais vraiment pas, enfin bref, on va pas refaire l'histoire. Mais quand même, l'erreur est là, et elle n'était pas obligatoire, j'aurais pu l'éviter en prenant le bon candidat. Dernier cas que je vais vous montrer, c'est la 8e partie. 8e partie, encore une position surprenante. Depuis le début, j'ai une attaque sur les pions noirs ici. Les noirs viennent de jouer H5, rendant G6 faible. Je rêve de pousser C4 et donc d'enlever ce cavalier. Donc quand on a dit ça, normalement, le coup idéal qui permet d'enlever le cavalier et d'attaquer par là, c'est cavalier E2 suivi de cavalier F4. Mais allez savoir pourquoi, j'ai joué Dame E2 et au coup suivant, cavalier D1, qui aura bien du mal d'ailleurs à revenir en jeu de façon intelligente. Pourquoi j'ai pas joué cavalier E2 alors que c'était mon objectif? J'ai trouvé que c'était un peu engorgé, j'ai pas trop poussé la réflexion, du coup je l'ai même pas vu sauter à F4. C'est un candidat que j'ai pas correctement analysé. Et ça termine la série pardon, sur ces erreurs d'un deuxième type. Donc je reviens à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Dans la première série, je vous ai montré des erreurs où je ratais une menace simple, je ne la voyais pas, ce qui est quand même assez incroyable. Et bien là, dans ce que je viens de vous montrer, systématiquement, c'est un candidat simple que je rate. Je dis bien simple, et je pense les exemples que j'ai montrés, les erreurs que j'ai montrées le prouvent. C'est-à-dire qu'on n'est pas, encore une fois, dans de l'analyse poussée de modules, etc. On est plus dans la psychologie. Il y a un truc qui ne va pas. Je ne vois pas des menaces simples et je ne vois pas des candidats simples. Alors là, vous allez rire parce que je pense que c'est votre cas aussi. On est très nombreux dans cette situation. Mais à ce point-là, le voir dans ces parties, et c'est ça que ça m'a apporté, si vous voulez, d'analyser mes parties et de vous faire ces vidéos, et ensuite de regrouper les erreurs, ça m'a montré cette évidence. C'est extrêmement évident, et rater des choses comme ça, il y a forcément quelque chose qui ne va pas dans ma façon de jouer aux échecs. Je dirais même que, mais là j'empiète un peu sur le bilan, je suis sauvé grâce à un gros travail sur les ouvertures, grâce à un gros travail sur les finales, grâce à un peu de travail sur la stratégie, mais dans le jeu pur, ce genre de choses, et pourtant je fais de la tactique et j'arrive à en placer, la 9e partie en témoigne, elle est très propre à ce niveau-là, mais il y a clairement un trou entre les menaces simples et les candidats simples. Alors, on va voir après pourquoi, comment, etc. Il y a d'autres erreurs, et là je ne vais pas aller voir les parties, vous les connaissez, ce sont les parties 4 et 6 notamment, des parties où j'ai une position très supérieure, et je perds la pendule, dans cette cadence KO, hein, j'insiste. Je ne sais pas si ça se serait produit, je pense que ça ne se serait pas produit plutôt, s'il y avait eu 30 secondes d'incrément, parce que dans les deux cas j'aurais pu calculer soit la dame en un coup, soit le H6 plutôt croix G5, et gagner ces parties. Mais en cadence KO, à laquelle je ne suis pas du tout habitué, ou mort subite comme on voudra, j'ai pas su, avec le stress de la pendule tombant sous les 2 minutes, jouer correctement. Néanmoins, il y a des high notes qui apparaissent dans ces parties, et ça, ce n'est pas normal. C'est quelque chose qu'il faudrait peut-être essayer d'éviter, dans des parties où j'ai une position très supérieure. Donc, je vais voir après l'analyse pourquoi, je vais vous expliquer. Parce que ma conclusion, elle est assez simple, hein, mais voilà. Mes high notes se sont plutôt produits dans les positions supérieures. Ça veut dire que c'est pas quand je souffre et que j'arrive plus à trouver des solutions. Non, non, du tout. C'est quand j'essaye d'exécuter, de finir, de pas gâcher aussi la position. Ça peut être lié à la confiance, parce que comme j'avais perdu beaucoup de parties, quand enfin j'en ai tenu des gagnantes, franchement, je n'avais pas envie de les gâcher, donc ça peut se comprendre aussi comme ça. Ouais, il y a plusieurs explications. En tout cas, c'est un fait, high notes dans des positions très supérieures, qui conduisent en plus à la défaite. Et oui, parce que quand on passe 3 heures à choisir une subtilité, on n'arrive plus à conserver sa dame quand on n'a plus que 10 secondes. Quoi. Vous voyez, c'est un peu le truc. Donc il faut... Mais ça, vous le savez très bien. Donc là, on est plus dans l'erreur. Enfin, les deux autres aussi sont psychologiques. Pour moi, les trois sont des erreurs psychologiques. Tout ça, ça se passe dans la tête. Et on va voir comment y remédier, comment transformer mon entraînement pour enfin, j'espère remédier, peut-être c'est pas possible, hein. On va voir, mais en tout cas, il va falloir que je change quelque chose, parce que si je continue comme ça, en fait, je ne progresserai pas. La démotivation, c'est le dernier point, c'est quelque chose d'important.
et ce serait d'ailleurs plutôt quelque chose à éviter. Mais quand j'ai fait mon propre bilan sur ce tournoi, je n'ai pas pensé à la motivation, à la démotivation, pardon. Par contre, quand j'ai fait les vidéos pour vous, que je les ai mises en ligne et que j'ai décrit l'état d'esprit dans lequel j'étais, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 3 parties sur 9, et c'est pas rien, c'est 30%, c'est pas une partie sur 2, mais c'est une partie sur 3, où je dis, ah non, mais là j'étais trop dégoûté, j'avais plus envie de jouer, j'y étais plus, j'y étais plus. Et donc je me suis dit, 3 parties sur 9, c'est quand même pas rien, il faut le mettre, ça fait partie du problème, et c'est quelque chose à régler. Parce qu'il y a peut-être des défaites, notamment la partie de l'horreur, la 7ème partie. Je peux vous assurer que mon adversaire, qui a bien joué la partie, hein, je l'avais en face de moi, je suis sûr qu'il était prenable en fait. Mais j'ai tellement joué n'importe quoi que j'avais aucune chance. Et j'ai joué n'importe quoi parce que je voulais pas jouer, ça c'est clair. Donc, 3 parties sur 9, c'est trop. Il faut trouver les raisons de ces démotivations, on va dire, systématiques quand ça se passe mal, et y remédier. Voilà. Donc pour moi, sur les 9 rondes que je vous ai montrées, il y a évidemment plusieurs petites erreurs, il y a des petits trucs, il y a des fois j'ai oublié une ouverture ou ce genre de choses, mais c'est arrivé une fois sur 9, et ça m'arrive très rarement, bon, c'est pas... Par contre, il y a des erreurs récurrentes qui sont indiquées ici, et qui sont en très grand nombre. J'aurais peut-être même pu en attraper un peu plus dans les parties que je vous ai montrées, mais en tout cas c'est des cas simples, édifiants, 2 menaces ratées, 2 candidats non considérés, 2 side notes dans les positions hyper gagnantes, et de démotivation après des défaites entre guillemets injustes. D'ailleurs, est-ce qu'on veut gagner, hein, un psychologue vous dira peut-être, voilà, on se met en side note parce qu'on a peur de gagner et ça nous fait une excuse pour perdre, et ensuite la démotivation est une nouvelle excuse pour perdre. Et alors ça c'est dramatique, il ne faut surtout pas rentrer dans ces schémas-là, et c'est pour ça que je veux les casser et en parler avec vous et les partager avec vous, parce que vous avez peut-être les mêmes phénomènes. Je pense que je suis quand même pas le seul au monde à vivre tout ça. La preuve étant d'ailleurs que dans mon tournoi catastrophique, je continue à rencontrer des joueurs qui avaient autant de points que moi à chaque ronde, donc les pauvres étaient... Bon, leur chance c'est qu'ils me rencontraient, mais sauf le dernier, pas de bol, lui vraiment c'était terrible. Bref, donc écoutez, on est à mi-chemin, on a vu toutes les erreurs, et maintenant on va en tirer les conséquences. Ok, bon, j'espère que ça va bien pour vous. Moi, je fais des petites pauses, je bois un petit verre entre temps, j'essaye de me remettre de mes émotions, de garder l'élocution correcte. J'ai conscience que c'est long, vous pouvez regarder cette vidéo plusieurs fois, je vous invite à la découper, etc. Donc, le bilan. On a déjà vu tout, maintenant il va falloir mettre ça en musique. C'est formidable. Un tournoi fort où à toutes les rondes on rencontre des gens forts, on apprend vraiment beaucoup de choses sur soi. Donc, le constat maintenant. On l'a fait, et si ça veut bien fonctionner, parce qu'il y a une animation formidable, vous allez voir, il y a des effets spéciaux. Voilà. Donc, je ne vois pas des menaces simples. C'est bête, hein, je redis ce que je viens de faire à côté, mais il faut le formuler, c'est super important. Je ne vois pas des menaces simples. Animation, je ne vois pas des candidats simples. J'hésite trop lorsqu'il faut gagner. Le side note. Je perds ma motivation, ou la motivation, face à l'injustice, entre guillemets, lorsque j'ai l'impression d'avoir été volé sur un résultat. Je perds ma motivation. Ce sont des constats. Constats simples, purement objectifs. On ne peut pas faire plus objectif par rapport à ce qu'on vient de voir. Ok, qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique, au moins pour les 3 cas, ces 3-là, quelque chose d'assez simple aussi. C'est que je ne regarde pas l'échiquier, je ne regarde pas les possibilités qui s'offrent à moi et à l'adversaire, je ne regarde pas les choses et je n'applique pas mon fameux processus, mon plex cover ou whatever, vous l'appelez comme vous voulez. Je ne regarde pas. Si je ne vois pas, c'est que je ne regarde pas, tout simplement. C'est pas parce que je suis aveugle, c'est parce que je ne les regarde pas. Et pourquoi je ne les regarde pas? Parce que je n'applique pas le processus de regarder toutes les menaces adversaires, de regarder tous les candidats qui s'offrent à moi, et d'avoir un processus efficace qui aussi fait gagner du temps, parce qu'une fois qu'on a choisi ces candidats, on les calcule, on choisit le meilleur, et on le joue. Et on le vérifie, et on le joue. Voilà, ce constat, c'est tout bête, mais ça fait 1 an et demi, peut-être 2 ans que je parle de processus, et
je ne m'étais même pas rendu compte que je ne l'appliquais pas systématiquement et que les plus grosses erreurs que je faisais dans mes parties étaient liées à l'absence d'application de ce processus. Donc ce fameux processus dont on parle tous, ce processus de réflexion qui doit être simple, qu'on doit pouvoir appliquer, je ne l'applique toujours pas. Il y a plein de raisons. Dès que vous allumez YouTube, vous voyez des super bons joueurs qui vont tout de suite à l'essentiel, qui trouvent les bons coups, parce que ce sont des professionnels, parce que ce sont des maîtres, des grands maîtres, et c'est très simple pour eux. Et quand vous les regardez, vous avez juste l'impression, ou en tout cas pour moi, d'être hyper lent. Et vous dites, mais c'est pas comme ça, moi, ça va pas si vite. Si je veux y arriver, il faut que j'aille vite. C'est une énorme erreur. Si vous apprenez à faire du ski, et que vous regardez des champions de slalom en ski, et que vous essayez de vous mettre au départ du slalom de ski, vous arriverez peut-être à passer la première porte, mais ce sera la seule. Après, vous ferez un tout droit, vous allez vous casser une jambe et ce sera fini. Ces gens-là sont capables de passer très très vite dans les courbes et entre les portes, parce qu'ils le font depuis tout petit, parce qu'ils s'exercent en permanence, parce que ce sont les meilleurs du monde, et parce que en fait, ils le font même sans y penser, c'est devenu un réflexe. Vous allez sur la piste verte avec vos petits skis tout neufs, et vous apprenez déjà à avancer sans tomber, à faire peut-être le chasse-neige. Alors bon, le ski ça coûte cher, les échecs c'est plus simple, mais vous apprenez à votre corps, à vos muscles, à prendre des habitudes qui vont plus tard devenir des réflexes et qui couleront de source lorsque vous serez meilleur. Ça vous amènera à la piste bleue, la jaune, la rouge, la noire, mais ce sera très progressif. Et c'est difficile d'admettre qu'on a besoin de cette progressivité parce qu'on a l'impression quand on regarde l'échiquier qu'on voit tout, mais on ne voit rien. Je ne vois pas les menaces, je ne vois pas mes candidats. Donc il faut que je regarde l'échiquier et que je me force à penser, à bien faire le geste du chasse-neige, du machin, du truc, pour apprendre les mouvements de base que mon corps va assimiler, mon cerveau va assimiler. Ça deviendra peut-être plus tard des automatismes. Mais aujourd'hui, je suis loin de l'automatisme. Donc je dois me forcer à réfléchir et ça doit être ma priorité, ma seule préoccupation aux échecs. J'en suis très loin. Ok, et donc la perte de motivation, ça c'est intéressant, on va le mettre aussi avec la catégorie j'hésite trop lorsqu'il faut gagner. Pourquoi si je tiens une victoire dans mes mains, ça a tellement de valeur que du coup j'arrive même plus à la concrétiser parce que je me torture l'esprit pour y arriver. Et pourquoi dès que ça rate, eh bien je suis écœuré. Alors pas dès que, hein, mais 3 parties sur 9 on l'a vu. Eh bien, tout simplement parce que, et vous êtes nombreux à me l'avoir dit, je me colle beaucoup trop de pression sur le résultat. À plusieurs niveaux. Je me colle de la pression en me fixant des objectifs en Hello, et ça j'y reviendrai. Je me colle de la pression en vous montrant des courbes où ça monte, et donc d'un seul coup quand je suis devant une partie, je me dis mais il faut que ça monte, parce que sinon qu'est-ce que je vais raconter aux youtubeurs, ils vont tous se payer ma tête. Bref, je me colle une pression, mais qui n'a aucun sens, puisque que Chesme, notre ami Chesme, gagne ou perde une partie d'échecs, ça ne changera rien à la face du monde. Ça n'a aucune forme d'importance. Mais je suis rentré dans une logique progressive où ça en a eu. Et d'ailleurs, si vous regardez mes vidéos d'il y a 1 an, quand j'ai commencé la compétition, 1 an et demi maintenant, je disais, le résultat n'a aucune importance. Ce que je veux, c'est apprendre. Et puis progressivement, je me dis, ah bah tiens, ça y est, je commence à avoir des résultats, mon Hello monte, donc regardez, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, j'ai commencé à créer une logique. Je suis sorti du système qui fonctionnait avant, qui était peu importe le résultat, il faut jouer et apprendre. Mes résultats, c'est pas mon Hello de tout de suite qui compte, c'est celui de dans 5 ans. Voilà, c'était ce que je disais tout le temps. Est-ce que c'est le Hello du mois prochain qui compte ou celui de dans 5 ans? Eh bien, évidemment, c'est le Hello dans 5 ans. Celui du mois prochain, c'est pas très important. Quand on fait ça, on commence à jouer à la petite semaine, à faire des petites nulles calculées pour essayer de gagner 1 point, et à gagner au début 30 points, 10 points, 1 point, 2 points. C'est comme ça d'ailleurs que je suis arrivé. Alors je m'étais fixé, je peux pas dire, je m'étais dit j'arriverai à 2000 en 1 an, je l'ai fait. Donc je ne peux pas dire que cette méthode ne marche pas, mais je pense que pour le long terme, pour acquérir un objectif qui est atteignable, pour avoir une carotte, c'est peut-être quelque chose qui est bien, mais pour le long terme, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on ne peut pas construire sur cet objectif de résultats immédiats. Ce qu'il faut, c'est apprendre à jouer aux échecs. Et si on joue mieux aux échecs, eh bien les résultats viendront avec. C'est logique, mais en même temps, c'est pas forcément simple. Vous voyez, je vous dis que des lapalissades, que des choses super simples. Mais il faut les formuler parce que sinon, elles ne deviennent pas concrètes et on passe à côté de choses hyper simples. Donc, je perds parce que je ne regarde pas.
l'échiquier, je ne regarde pas ce que je peux faire et ce que peut faire mon adversaire, donc évidemment ça donne peu de chance. Et en plus, je me crée une pression de fou tout seul sur le résultat qui ne sert à rien, ou qui est néfaste au moins. Ça peut être bien la pression dans certains cas, mais là, clairement, ça n'est pas bon puisque ça m'a fait perdre ou me démotiver, donc ça m'a fait perdre 2 fois, quoi. Une fois parce que j'avais perdu injustement, enfin soi-disant, et une autre fois parce que j'étais trop écœuré. Résultat des courses, super, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour régler ça? Qu'est-ce qu'on change dans les méthodes, dans ce que je vous ai montré, etc. Qu'est-ce qu'on fait? J'espère que vous ne serez pas déçus, parce que c'est pas énorme non plus, ça reste simple. Ce que je dois faire, c'est jouer aux échecs, et ce n'est pas ce que je faisais avant. Donc, jouer aux échecs, je vais le considérer autour de 3 choses, qui sont les menaces de mes adversaires, mes coups candidats à évaluer, et la vérification de mon coup avant de le jouer. C'est ça, jouer aux échecs. C'est pas un blitz, c'est pas résoudre des puzzles, c'est pas... Il y a plein de choses qui sont utiles, et je vais y venir juste après, sur le slide suivant, sur la nouvelle forme de mon entraînement, mais le cœur de la chose, ce sera jouer aux échecs. Il faut à chaque moment que je réfléchisse, il peut faire ça, je peux faire ça, et si je joue ça, voilà ce qui se passe, ok c'est bon, on y va. C'est tout bête, mais je peux vous assurer, encore une fois en reprenant l'exemple du ski ou des super forts joueurs sur YouTube, que c'est pas ce que je fais, et c'est peut-être pas ce qu'on fait tous, parce qu'on a le fantasme du bon joueur qui calcule plus vite et qu'on veut atteindre ce fantasme, et donc très très vite, l'adversaire joue un coup, on se dit bon, ok j'ai tout calculé, on joue un coup, il en joue un autre, on dit ouais ça change pas grand chose, et puis un deuxième coup, et finalement on est 3 coups plus loin que ce qu'on avait calculé au départ, la situation a totalement changé, mais on n'a pas pris la peine de revérifier tout. Donc à chaque coup, il va falloir tout vérifier, quoi. Ça va être ça le jeu d'échecs, oui. C'est ça, il faut calculer, il ne faut pas penser à autre chose. Et pour ce qui est du reste, la pression est trop forte sur le résultat, je vais cesser, je vous l'annonce, c'est une nouveauté, je renonce à l'objectif que je m'étais fixé pour juillet à 2050 ou août. Enfin, de toute façon, je suis mal parti puisque là, je suis descendu à 19,40, hein, du coup, après le Grenke. 2006, 19,40. Enfin, il n'y a pas que le Grenke d'ailleurs, mais bon. Donc, j'ai pas de mal à refuser cet objectif parce que je ne l'atteindrai pas, mais en réalité, c'est la démarche qui change. C'est-à-dire que je ne vais plus me fixer d'objectif Elo. Le Elo est une conséquence de quelque chose. D'ailleurs, si on réfléchit bien, le Elo, ça vous donne votre niveau sur vos 10-15 dernières parties, 15-20 dernières parties, allez, on va faire comme ça. Alors, si vous jouez 10 parties par an, votre Elo, c'est le niveau que vous aviez il y a quasiment 2 ans, ou entre 2 ans et maintenant. Bon, bref, c'est pas vraiment votre niveau. Si, comme moi, le mois dernier, vous jouez 18 parties, 16 parties, votre Elo, c'est quasiment la force que vous avez eue 2 semaines, à un moment donné, pendant 2 semaines. S'il y avait la fatigue que vous avez à ce moment-là, et les problèmes, ou au contraire la super forme. Mais c'est pas forcément votre force absolue non plus. Donc c'est un outil de calcul assez juste, mais quand même il a ses super limites. Il faut pas le prendre pour trop non plus. Et c'est super dur parce que quelque part on vous met une note sur votre cerveau que vous pouvez afficher aux autres. Et ça c'est hyper pernicieux, je ne sais pas si le mot est correct, mais c'est ce que j'ai envie de dire. Parce que c'est valorisant si on a un fort Elo, si on n'a pas un fort Elo, c'est un petit peu gênant, mais on peut dire mais avant j'ai été comme ça. Mais en fait, ça n'est pas notre valeur, ça n'a rien à voir. Il faut se mettre en tête que c'est à peu près la performance qu'on a réalisée sur les 10-20 dernières parties. Certains ont des phrases intéressantes, comme c'est le Elo de notre plus mauvais coup, enfin oui, c'est ça. Et puis, bon, chacun a sa théorie là-dessus. La mienne, désormais, c'est que je ne vais pas tomber piégé comme je l'ai été, je ne vais pas me faire piéger par ces courbes que j'ai commencé à dessiner, notamment lorsqu'elles ont commencé à monter. Parce qu'au début, c'était un petit peu en dents de scie, donc j'y accordais pas trop d'importance, je disais ça viendra plus tard. Et puis c'est monté, mais même au-delà de mes espérances. J'en revenais pas comme ça montait vite. Du coup, valorisant, plaisant, motivant, c'est ce qu'on veut. Mais en fait, c'est handicapant, surtout. Se focaliser sur le Elo, c'est handicapant. Si vous apprenez à jouer aux échecs et que vous vous désintéressez du Elo, il évoluera ou il évoluera pas, mais c'est pas le problème, on s'en moque. On n'est pas là pour faire les classements, c'est la fédération qui les fait, c'est pas nous, donc ils s'en occupent. Voilà, nous on joue, eux ils comptent. On peut le voir comme ça aussi. Donc les objectifs que je vais me fixer sont des objectifs maintenant qualitatifs sur et Laurent, comme d'autres, vous avez été nombreux à me dire que c'était la bonne approche.
C'était mon approche au départ du reste. Mais encore une fois, je me suis fait avoir, je suis tombé victime de mes premiers succès en quelque sorte. Et je suis rentré dans un cercle vicieux qui n'est pas du tout vertueux. Donc j'en sors, et je dis ok, on va prendre des objectifs qualitatifs. Alors allons-y, ça nous amène à la fin de ce très long bilan sur le Grenke, mais j'essaye de tout vous dire aussi. Hein, donc, mais je vais en oublier, dès que j'aurai fini d'enregistrer, je vais me dire ah mince, j'ai oublié de parler de ça. Alors, donc du coup, qu'est-ce qui va se passer pour mes entraînements et qu'est-ce que je vais changer dans ma méthode? Je vais changer donc sur les objectifs, je l'ai dit. Plus d'objectifs en termes de hello, plus jamais. Plus jamais. L'entraînement, je vais le réviser aussi. Clairement, la méthode je travaille plus, je monte à 5-6 heures pour m'entraîner plus et être super fort, ça n'a pas marché. Ça a conduit à une sorte de démotivation, je me suis peut-être même entraîné moins. Donc ça, je vous le dis tout de suite, je vais plutôt simplifier. Et je vais essayer de voir dans ce temps simplifié, donc qui se rapproche du temps que vous avez vous-même pour jouer aux échecs, je vais voir ce que je peux faire. Ça va m'amener à appréhender différemment aussi la compétition et aussi l'étape post-compétition, celle que je suis en train de faire là, et qui est à mon avis ultra bénéfique. Analyser ses parties, comprendre ses erreurs et tirer les conclusions. Bon, par contre, côté météo, j'ai toujours pas compris comment ça marchait, mais bon, ça je vais pas y consacrer trop de temps. Alors, petite pause pour moi. Pas de petite pause pour vous, il faut continuer. Alors allons-y, qu'est-ce que ça change? D'abord, l'objectif. Vous vous souvenez, on est drivé par l'objectif. Ça, c'est quelque chose qui reste important. Je vous invite à revoir mes vidéos sur le coaching, sur l'entraînement. Il faut un objectif. Si on n'a pas d'objectif, on n'avance pas. J'ai détecté des erreurs graves dans mon jeu, donc dans ma façon de jouer aux échecs. Mon objectif pour l'été, c'est d'y remédier, puisque ces erreurs sont ultra simples. Je rate des choses en un coup, de mon côté ou du côté adverse. Donc je dois appliquer systématiquement un processus de réflexion adapté. Systématiquement, ça veut dire dès que je me pose devant une position d'échec, que ce soit un puzzle, une partie d'entraînement, un bouquin, je dois toujours regarder, enfin appliquer ce processus, peu importe celui que j'aurais défini, qui va grosso modo quand même consister à regarder les menaces de l'adversaire, regarder mes candidats en adéquation avec le plan, etc., etc., et à vérifier mon coup avant de le jouer. Donc voilà, too much talking about it. Sur ce truc, j'en ai trop parlé. Il faut juste maintenant que je l'applique et je suis très surpris de voir que je suis même arrivé à 2000 Elo sans vérifier toutes les menaces de mes adversaires et vérifier tous mes propres candidats. Quoi. Et si je reprends les erreurs, les parties du Grenke, en simplement ouvrant mon panel de candidats et en regardant mieux les menaces de mes adversaires, toutes ces erreurs disparaissent. Quoi. Alors c'est pas des gaffes, attention aussi. Ce que j'ai joué, c'est pas, enfin dans certains cas c'est des gaffes, mais sinon c'est pas vraiment des gaffes, c'est des imprécisions. Mais c'est des imprécisions que je peux éviter. Voilà. Donc mon seul et unique objectif, et je vais continuer à jouer un tournoi toutes les 2 semaines, etc. Ce sera à l'entraînement comme en compétition de ne me concentrer que là-dessus. Uniquement vérifier les menaces, vérifier mes candidats et vérifier mes coups avant de les jouer. C'est mon seul objectif. Je ne vous dis pas que je vais gagner des parties, je ne vous dis pas que je vais en perdre, je ne vous dis pas que je vais gagner des points Elo, alors là, surtout pas ni que je vais en perdre. Aucun intérêt. Mon seul objectif, c'est de finir par penser automatiquement de cette façon-là à chaque fois que je regarde une position aux échecs, et donc je vais consacrer tout mon temps d'échecs à faire ce genre d'exercice. Ça tombe bien, hein, parce qu'aux échecs, on regarde principalement des positions, donc j'aurai l'occasion de le faire, même en variant les activités. Alors justement, ces activités à l'entraînement. Donc je vais rentrer sur un entraînement plus court, et j'ai déjà commencé ce nouveau mode d'entraînement, où le point d'orgue, c'est une partie, alors contre l'ordinateur, quelque chose que je ne faisais pas, que je n'aimais pas, une partie par jour, où j'applique le processus. Et pour me forcer à l'appliquer, je le fais à voix haute. Et alors je fais ça déjà depuis presque 2 semaines, parce que le Grenke, il faut que je vous l'avoue, pour ceux qui ne suivaient pas, l'Open est fini depuis presque 2 semaines. C'est un exercice surprenant. C'est-à-dire qu'à voix haute, je regarde toutes les menaces de mon adversaire, ensuite je regarde tous mes candidats, ensuite je vérifie mes coups, et puisque je suis rassuré, je le joue. Quelqu'un m'avait dit d'ailleurs de plutôt regarder en premier les dames, les tours, très bon conseil, je le fais dans ce sens-là, effectivement, les pièces les plus puissantes, les prises, les échecs, etc. Bon, bref, peu importe les détails, à vous de trouver aussi votre méthode, c'est peut-être tout différent, peu importe, moi
j'ai décidé une méthode. Et eh ben, c'est assez phénoménal contre l'ordinateur parce que lui a un niveau constant. Et déjà, 2 constants en 2 semaines. Je faisais quand même de temps en temps des petites parties d'entraînement contre l'ordinateur. Et bien en faisant ça, j'ai augmenté, et vous ne me croirez pas, je pense, le niveau moyen de l'ordinateur contre lequel je jouais de 400 Elo, 450 Elo. C'est-à-dire qu'avant, je jouais à ce niveau-là contre l'ordinateur, j'ai appliqué systématiquement mon processus en parlant, et j'ai dû élever, j'ai battu les niveaux contre lesquels je jouais d'habitude, pour l'élever de 400 Elo. Alors, je nuance, absolument, ça ne veut pas dire que moi je joue 400 Elo plus fort, ça veut dire aussi qu'avant, quand je jouais contre l'ordinateur, c'est pas quelque chose qui me plaisait beaucoup, je le faisais épisodiquement, peut-être dans le train, machin, alors que là, je le fais sérieusement, devant l'échiquier en bois, etc. Et j'ai dû adapter donc à la hausse le niveau. Je ne parle pas d'Elo pour Elo gagner, pas du tout. Je dis j'ai dû adapter à la hausse le niveau de l'ordinateur, et ça c'est plutôt encourageant. Bon là je suis arrivé à un niveau où je peine. Là je perds, mais du coup je redescends pas le niveau. J'ai réussi à monter jusqu'à ce niveau-là, donc je vais essayer de continuer jusqu'à ce que je le batte. Donc là, quotidiennement, je joue contre un adversaire un peu plus fort que moi, qui me bat, et j'applique le processus en parlant. Alors, je vais même vous en dire plus, parce que je crois vraiment en cette méthode. Ça m'oblige à le faire à chaque coup. Et figurez-vous que si je fais une gaffe contre l'ordinateur, il me le fait remarquer tout de suite, évidemment, et je me rends compte qu'au coup précédent, eh bien, je n'avais pas évoqué toutes mes étapes. J'en avais oublié une, et comme un fait exprès, l'ordinateur le souligne tout de suite. Et ça, c'est génial, parce que, ah bah oui, évidemment, je gaffe. J'avais pas vérifié ce coup-là, je n'en ai pas parlé. Ça veut dire que j'ai commencé à baisser la tension, à être moins vigilant et à oublier des coups. Donc c'est pas parce qu'on regarde aussi, qu'on examine, qu'on va pas oublier, parce qu'on commence à se fatiguer, parce qu'on regarde pas tout dans le détail, etc. Donc c'est un très bon exercice qui permet en plus de se dire bah, il faut être vigilant tout le temps et regarder tout le temps avec la même attention, ce qui est très dur à faire. Alors je vous ai dit que je suivais 3 étapes, je vais quand même vous livrer mon petit secret pour ne pas oublier, alors je le dis à voix haute, mais en plus j'ai mis en place un rituel manuel. Ce sont mes mains qui jouent. Alors c'est ma tête qui pense, mais ce sont mes mains qui jouent. J'avais déjà lu quelque part qu'il fallait s'asseoir sur ses mains pour pas jouer trop vite, et comme ça permet de vérifier avant de jouer. C'est un peu le même principe. Lorsque mon adversaire joue un coup, l'ordinateur, je pose immédiatement mes mains sur mes jambes, pour ne pas dire sur mes fesses, parce que l'idée c'est de dire attention mon grand, tu as chaud aux fesses, quelles sont les menaces? J'ai les mains sur les jambes, ou sur les fesses, et je regarde pourquoi j'ai chaud aux fesses. Voilà. Une fois que j'ai vu s'il y avait une menace de l'adversaire, bon, je peux réfléchir à mon propre coup qui peut paraître cette menace. Et s'il n'y a pas de menace, je peux essayer d'améliorer ma propre position. Donc là, je vais poser mes mains sur mon cœur pour me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Voilà, le cœur, c'est l'envie, on a envie de faire quelque chose. Donc on regarde qu'est-ce que j'ai envie de faire contre ces menaces, ou contre ces non-menaces d'ailleurs, dans cette position. Et je choisis, mais je suis piégé, je ne peux pas jouer tout de suite. Et une fois que j'ai décidé mon coup, eh bien, je continue à commenter. Je suis un fou, hein, on est d'accord. Hein. Faites ça tout seul à la maison. Hein. Faut pas qu'il y ait des gens autour, sinon vous avez juste l'air débile. Mais bon, voilà, on s'entraîne, on essaie de progresser. Je vais poser les mains sur ma tête, puisqu'on vérifie avec sa tête. C'est le rationnel qui doit vérifier, c'est le contrôle. Et donc je pose les mains et je réfléchis, je vérifie surtout le coup que j'ai décidé de jouer pour voir si ce n'est pas une bourde monumentale et si ça tient la route. Voilà, la vérification. Et donc ce processus qui est parti du bas pour passer par le cœur et la tête finalement, se termine par les mains pour jouer le coup, qui est normalement le choix à l'unisson de l'ensemble de mon organisme, quoi, pour la faire simple. Voilà. Alors non, je ne suis pas fou, je suis un peu poète en fait, ça m'amuse tout ça, ok. Mais voilà, il me fallait une métaphore pour appliquer systématiquement ce processus, et ça passe aussi par le corps, par les positions, pour m'obliger vraiment à réaliser les 3 étapes du bas vers le haut. Ça devient comme ça un processus qui va tourner de plus en plus naturellement, de façon de plus en plus fluide. Et si on se rencontre en tournoi prochainement, vous serez peut-être amusé de me voir bouger les mains systématiquement d'une position à l'autre pour jouer mon coup. Alors je ne dis pas que je vais penser à le faire tout le temps, mais je vais quand même essayer. Alors ça peut être plus discret, hein, évidemment, en tournoi. Mais sachez que, voilà, c'est aussi quelque chose que je vous soumets comme une méthode que je trouve intéressante, de parler à voix haute, parce que quand on fait une erreur et qu'elle est soulignée par l'ordinateur, eh bien on se souvient qu'on n'avait justement pas parlé de ça, donc ça met le point sur l'erreur. Et avoir un rituel, parce que très souvent je suis comme ça, je dis bon bah ok je joue ça, ah non,
Il faut encore vérifier avec la tête. Et je vérifie. Ça oblige en fait à suivre le processus correctement. On verra si au mois de juillet-août, c'est devenu un automatisme. Alors, je ne vais pas faire que ça, mais ce sera la priorité. Si j'ai du temps libre, je ferai même une deuxième partie, une troisième partie. C'est pour moi la partie la plus importante, jouer aux échecs. Parce que ce que je fais depuis des mois se base plutôt sur l'acquisition de connaissances, et il faut beaucoup de connaissances aussi aux échecs. Et il y a des choses euh, de base que je vais garder qui sont indispensables, comme la révision sur mon répertoire. Donc je ne compte pas faire évoluer mon répertoire dans les mois qui viennent, il est bien, il est assez fixe, on a vu que je n'avais pas besoin de plus. Donc, par contre, il faut que j'arrête de temps en temps d'oublier une variante. Donc révision, toujours quotidienne, mais ça me prend pas plus d'une demi-heure et ça va. Et voilà. Donc ça, c'est un exercice de base que je vais garder, parce que si j'arrête de le réviser, je vais l'oublier, tout simplement. Alors, il ne va pas évoluer, si, il va peut-être évoluer, parce que des nouvelles variantes apparaissent de temps en temps, etc. Mais pas un gros travail sur le répertoire d'ouverture, en tout cas, vous l'aurez compris. Dixit, je vous renvoie à ce que je disais auparavant sur le répertoire d'ouverture. Les exercices tactiques, toujours, il faut calculer aussi beaucoup de tactiques. Alors, c'est pas vraiment du calcul, si vous voulez. Le calcul, c'est dans le processus, ce que j'évoquais juste avant. La tactique, c'est plus pour acquérir des patterns, connaître les modèles, les positions types, les schémas types tactiques. Donc je reste sur des exercices tactiques simples. Un bon exercice, c'est justement de faire du chess tempo sans créer de compte. Parce qu'il vous propose tout le temps des exercices simples, il ne progresse pas avec vous, et donc vous avez surtout des exercices types. On peut imaginer aussi quelque chose à base de... Maintenant, il y a le puzzle rush qui est très à la mode, mais moi, ce qui me gêne, c'est que le puzzle rush, on le fait à l'intuition. Mais vous pouvez aussi l'utiliser, non pas pour battre un score, mais pour trouver les combinaisons en les vérifiant, et surtout avec le seul objectif de faire zéro erreur. Donc vous vérifiez tout, vous allez plus lentement, vous ne battez pas des scores à puzzle rush, mais par contre, vous voyez plein de motifs simples d'échecs, ça c'est intéressant, de tactique, pardon. Et puis les exercices sur les finales, puisqu'il y a des finales types qu'il faut connaître au même titre que le répertoire, que les ouvertures. Donc là, j'ai aussi depuis longtemps collectionné des positions qui m'intéressent, que je pense être type. J'alimente de temps en temps. D'ailleurs, le Grenke va me permettre d'en alimenter une ou deux. Je pense notamment à la quatrième partie. Voilà, c'est quelque chose que je vais garder, mais ça va être que des révisions. Et donc, ça va être très modéré. Je vais avoir des journées d'entraînement qui vont principalement être ciblées sur mes trajets uniquement, donc entre 2 et 3 heures par jour, trajet dans le train, et la partie. Donc ça va pas être beaucoup. Donc je devrais garder de la fraîcheur, de la motivation, aucune autre obligation. Bon, évidemment, si j'ai encore du temps et de l'envie, je peux mener d'autres activités comme les blitz, la lecture, les analyses, etc. Parce que c'est important aussi de maîtriser la stratégie, par exemple. Mais mon point focus pour août, c'est vraiment le processus. Ça veut dire aussi que c'est un changement par rapport aux différents plans d'entraînement que je vous ai montrés. Avant, j'essayais de travailler un petit peu tout en même temps, progresser dans tous les domaines. Et là, je me suis rendu compte que le cœur du jeu, le moteur qui est là, il faut vraiment que je le mette en route, il faut vraiment que je travaille avec, et c'est ça, je vais travailler principalement que là-dessus pendant 3 mois. On verra après s'il faut continuer ou si je peux passer à une autre discipline, mais pour moi, c'est ça la plus grosse conclusion du Grenke. J'ai tout pour bien jouer autour du moteur, mais il faut quand même que je fasse travailler le moteur. Voilà, c'est ça. Allez, on avance parce que ça fait déjà 1h08, on va battre des records sur cette vidéo. Et on va passer à quoi? Qu'est-ce qu'il y a après l'entraînement? Il y a la compétition, je pense. Voilà, en compétition, donc voilà, appliquer le processus à chaque coup. Obligation, c'est ça. Alors attention, je suis en train de dire, c'est mon objectif en compétition. Mon objectif, si je m'assois en face de vous en compétition, ce n'est pas de vous battre, ce n'est pas de jouer vite, ce n'est pas de faire nul, c'est d'appliquer le processus. Ah, les parties nulles, j'ai oublié d'en parler. Le résultat n'a aucune importance, refuser les nuls et jouer. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 2 tournois. J'ai commencé à accepter des nuls contre des gamins, parce que dès que vous arrivez, alors c'est bizarre, ça ne me le faisait pas avant, mais dès que vous passez 2000, apparemment, tous les joueurs qui sont en dessous de 2000 veulent faire nul contre vous. Parce que peut-être c'est bien de dire j'ai fait nul contre un 2000, alors que de dire j'ai fait nul contre un 1800, ça n'apporte pas grand-chose. Ok, pourquoi pas. Mais c'est systématique, je ne savais pas ça. Donc je pense que tous les joueurs là, qui écoutent et qui sont en dessous de 2000, 2100, 2002, etc., connaissent l'histoire. On leur propose nul à toutes les parties avant le 15e coup ou le 17e. Mais moi je ne savais pas ça, je l'ai découvert.
Alors au début j'ai hésité, j'en ai même accepté une ou deux, quoi, et ça a été des erreurs, parce que ça a été des occasions de gagner que j'ai pas eu, puisque j'ai fait nul assez rapidement. Et je me rends compte, enfin je me suis rendu compte alors, j'allais dire je me rends compte maintenant, mais je me suis rendu compte assez vite que si je fais le déplacement, que je me rends dans un tournoi, que j'engage des frais pour l'hébergement, la nourriture, etc., c'est pas pour faire nul en 17 coups à la sortie de mon répertoire d'ouverture, c'est pour jouer. Donc je veux jouer. Donc je vais refuser toutes les propositions de nul, c'est même plus la peine de me proposer nul. Et d'ailleurs, depuis un tournoi et demi, on va dire, c'est malheureusement ce que je réponds à mes adversaires. Je dis non, je suis désolé, je suis venu, je veux jouer. On va jouer, quitte même à perdre, mais je veux la jouer. Voilà. Et ce sera mon état d'esprit, ça l'est déjà d'ailleurs. Pour le coup, c'est assez bien passé parce que ça fait gagner du temps à la pendule, ça. Si on me propose nul, je perds plus du temps à dire ah mince, est-ce que c'est égal, est-ce que c'est pas égal, est-ce que c'est une opportunité, est-ce que c'est pas une opportunité. Non, l'opportunité c'est de jouer. Non merci monsieur, on va continuer à jouer. Ou non merci madame, je refuse la nulle. Parce que je suis là pour apprendre, je veux jouer des parties de 80 coups, quoi. Si une partie d'échecs me coûte, je sais pas, 20 euros parce qu'il y a l'hôtel, parce qu'il y a l'inscription, parce qu'il y a le déplacement, parce qu'il y a ceci, cela, je veux que cette partie fasse 100 coups. Comme ça, le coup me coûtera rien du tout. Il me coûtera 50 centimes ou 5 centimes ou je sais pas. Vous voyez, c'est l'idée. Donc je veux jouer des parties jusqu'au bout. Alors évidemment, j'accepterai la nulle si vous me la proposez quand je suis perdant, ça me va bien. Et si clairement c'est nul, quoi, et que ça sert à rien de continuer parce qu'on va juste tourner en rond et on ne peut pas progresser. Donc c'est les deux seuls cas où je vais accepter des nuls, et ça c'est une décision pour laquelle je suis tranquille. Pour toutes les parties qui viennent, je ne me torturerai pas quand on me proposera nul, quel que soit le hello de mon adversaire. Parce que, vous l'avez bien compris, mon objectif, c'est de penser mieux, et ce n'est pas de calculer le hello. Donc le hello n'existe plus. Mon adversaire, peu importe son classement, on joue, et après on avise, quoi. Moi, je suis là pour progresser. S'il est fort, tant mieux. Il va me poser plein de problèmes et je vais bien faire travailler le ciboulot. S'il n'est pas fort, tant mieux. Je vais bien travailler le ciboulot aussi. Et voilà, c'est tout ce qui compte. Tant mieux. J'ai un adversaire, un échiquier, on joue. Voilà mon approche en compétition. Donc le résultat n'a aucune importance. Donc fini la pression. Je peux gâcher une position gagnante parce que j'ai pas trouvé le bon chemin, tout simplement parce que je suis pas un ordinateur. C'est pas grave. Mais une fois que j'ai trouvé mes candidats, je choisis le meilleur, je le joue et on passe au coup suivant, quoi. On passe pas 3 heures à se torturer. Donc le résultat n'a aucune importance, et ça je vais me le répéter aussi à chaque partie. J'avais des petits rituels, ceux qui me connaissent ou que je vois, on est plus nombreux à partager autour des tournois, etc. Savent que j'ai des petites phrases que je me répète au début des parties. Il y en a quelques-unes qui ont changé, j'essaye d'en avoir que 3 parce que sinon on les oublie. Mais le résultat n'a aucune importance, c'est quelque chose que je vais garder, ça, c'est sûr. Et enfin, planifier l'action et surveiller la pendule pendant la partie, c'est-à-dire toujours faire le bilan entre le temps qui reste et le nombre de coups et avoir toujours une réserve suffisante. Donc surveiller le temps, ça c'est pas très dur à faire, il faut juste penser à le faire régulièrement. Éviter le zeitnot. Voilà. Et ben ça donne une bonne feuille de route, ça, pour la compétition, ça promet des compétitions amusantes. Donc j'étais démoralisé à certains moments dans le Grenke et je voulais plus jouer. Mais à partir du moment où je me dis tiens, c'est parce que je pense pas bien, je peux penser mieux, le résultat n'a aucune importance et fais gaffe au temps, ben en fait ça devient amusant de jouer aux échecs. Il n'y a aucune pression. Je ne vous ai pas dit qu'en juillet j'allais être fort ou faible, je vous ai dit que j'allais penser autrement. Donc je n'ai aucune pression sur le résultat n'a aucune importance et je n'ai plus qu'à m'amuser et à apprendre à jouer aux échecs. Qu'est-ce qui se passe après les compétitions? Exactement ce qui se passe ici. Je ne vous l'avais pas fait encore, mais j'ai partagé mes analyses synthétique, on va dire, hein, sur mes parties sur YouTube. Et apparemment, vous avez apprécié, vous êtes nombreux à m'avoir fait des retours très positifs. J'en reviens pas, je m'y attendais pas. Donc je vais peut-être poursuivre dans cette voie, c'est-à-dire que je vous dis comment je m'entraîne et je vais vous montrer comment je joue ensuite en compétition. De toute façon, je vous ai montré, je pense, le pire. Évidemment, je perdrai encore des parties, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est un bon départ, en fait, je pense, parce que je pourrais vous montrer aussi des trucs sympas à l'avenir. Donc partagez mes analyses, et ça me permet aussi de bénéficier de votre expérience, parce que vous me donnez des bons conseils, vous contribuez aux conclusions que je suis en train de vous présenter, parce que parfois elles viennent de vous aussi, je me dis, ben oui, il a raison de dire ça, c'est clair. Et vous contribuez aussi à m'apporter des idées dans certaines positions que je rencontre souvent et que je ne sais pas encore aborder correctement. Donc le partage des analyses avec vous, je vais continuer, si ça vous plaît, à le faire, et ça m'apportera aussi quelque chose, ça m'apporte autre chose du reste, parce que là par exemple si on parle du tournoi du Grenke, si je vous dis la partie numéro 2, la partie numéro 7 ou la partie numéro 6, je sais exactement de quoi je parle, et je vois exactement ce qu'il y a dans cette partie. Alors que sur les tournois précédents, j'aurais beaucoup plus de mal à faire ça.
Et je pense que le fait de faire une vidéo, d'avoir des échanges avec des gens, de partager sur ces analyses permet de bien se souvenir des choses. Et si je vous dis, alors vous évidemment, vous ne pouvez pas vous en souvenir parce que c'est pas non plus vos parties, vous avez regardé une vidéo comme ça sur le web, mais si je vous dis, voilà, dans la quatrième partie, H6 au lieu de roi G5, je me souviens bien du thème que avec les deux pions à trois cases de la promotion, etc., je ne referai plus cette erreur à l'avenir, je connais exactement le schéma. Et en fait, la position, je la vois avec les tours, les pions, je vois exactement la position, est-ce qu'il faut jouer. Pareil, si je parle de la septième partie, la partie de l'horreur avec des 5, tous ces coups sont bien inscrits, donc partager mes analyses avec vous me permet aussi de mieux me souvenir de mes erreurs et des schémas qui marchent et des schémas qui ne marchent pas. Et ne pas calculer les bonus, malus et lot, ah oui, alors c'est catastrophique, mais j'étais même entré dans une logique, puisque je gagnais des points Elo tous les mois et que j'étais content de vous le dire, j'allais presque calculer ma performance à la partie, ce que font pas mal de gens du reste. Ça c'est fini. Le Hello n'existe pas, c'est le problème de la fédération, c'est pas le mien. Donc je ne calculerai plus mes performances. D'ailleurs, ce ne sont pas des performances. Ma performance sera calculée à ma capacité à appliquer mon processus correctement pendant toute la partie. C'est ça la performance pour moi. Voilà, bah écoutez, j'ai fini. Ça a été assez court finalement, 1h15. Hein. On ne peut pas faire plus court, je pense. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bah, on va arrêter la vidéo, vous allez passer à autre chose, vous avez d'autres choses à faire dans la vie que de m'écouter pendant 1h15, vous êtes bien gentil, mais... donc j'applique ma méthode, ça je l'ai dit. Mon prochain tournoi c'est dans une semaine, donc ça va aller très vite. En plus c'est un tournoi qui va être intéressant, je pense que je vais rencontrer que des forts joueurs aussi. Donc ça va être des parties intéressantes et je vais pouvoir mettre en pratique ce que je fais déjà à l'entraînement depuis un petit moment. Donc on continue, on s'accroche et surtout le processus. Et le Hello n'existe pas. Donc je continue l'aventure, j'ai eu peur de décrocher, j'y ai pensé un moment même, hein, après la 7e partie notamment. Et le seul résultat qui m'importe, je le répète encore, c'est de modifier ma façon de penser. C'est ça le résultat qui m'importe. Et je re-regarderai moi-même la fin de cette vidéo plusieurs fois pour que ça me rentre bien dans la tête. Le seul résultat qui m'importe, c'est de modifier ma façon de penser. Et le dernier point, c'est merci à vous. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Parce que je poste des vidéos sur Internet et vous voyez, je suis toujours un peu dans le même cadre, assez austère. Et vous êtes là autour de moi, vous êtes assez nombreux à me mettre tous ces commentaires de félicitations, d'encouragement, de remerciements. Et c'est un grand merci à vous tous. Quoi. Vous avez les noms qui passent ici. Christophe. Certains d'entre vous sont là depuis très très longtemps. Vraiment, merci à vous. Vos messages. Alors, le problème, c'est que vous voyez, je commence à en avoir beaucoup. Et malheureusement, je vais plus avoir le temps de répondre à tout. Mais je les lis absolument parce que, comme je vous ai dit, ça fait partie de mon entraînement. Et vous me renvoyez beaucoup de force, beaucoup de motivation. Vous êtes nombreux à me dire que ce que je fais, ça vous aide à vous-même vous relancer ou reprendre la compétition ou à retravailler sérieusement les échecs. Sachez que le simple fait de lire ça, ça me fait énormément plaisir et ça me motive aussi pour faire les vidéos et pour continuer ma propre aventure. Donc merci à vous. Et voilà, je ne compte plus les messages de soutien, d'encouragement de votre part. Et cette chaîne, c'est aussi, c'est génial, je ne pensais pas dire ça un jour dans ma vie, cette chaîne, c'est aussi votre chaîne. Parce que c'est grâce à vous qu'elle est toujours là et qu'elle tourne. Et sinon, j'aurais très vite arrêté et j'aurais peut-être continué les échecs, mais pour moi-même. Et ce sont vraiment vos retours qui me soutiennent, quoi, qui m'aident. Donc, d'autant plus que vous devenez, pour ceux que je croise de plus en plus souvent dans les tournois, des amis réels, après avoir été des amis virtuels ou des connaissances virtuelles. Donc tout ça, c'est très humain. Et vraiment, pouce bleu et un très très grand merci à vous tous. Je peux pas, vous voyez, ça ne s'arrête pas, la liste ne s'arrête pas et vous comprendrez donc, ne vous vexez pas si je ne vous réponds plus et que ça devient très difficile d'écrire simplement quelques mots sur tous ces messages. Donc merci à vous, encore merci. Et ouais, 1h19, je serai donc en dessous des 1h20, un temps tout à fait classique, pas de side note ici, hein. On est à peine au 20e coup. Donc je vous remercie et évidemment, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses de parties, de nouveaux bilans de tournois, mais aussi des parties, ce que je n'ai pas fait récemment, des parties contre vous, online. N'oubliez pas de challenger Chess Me live, et je serai très content de jouer avec vous. D'ailleurs,
Dernier mot. Vous avez été nombreux ces derniers temps à essayer de me challenger et vous n'y arriviez pas, tout simplement parce que j'étais en train de faire ces analyses sur Lichess. Lichess tourne d'ailleurs en fond. Et donc à ce moment-là, j'ai désactivé les challenges, ou alors je les acceptais pas. Donc j'en suis bien désolé, mais voilà, j'utilise aussi Lichess, je trouve l'interface sympa pour vous présenter les parties. Et donc du coup, je ne peux pas répondre aux challenges à ces moments-là. Mais je vais refaire des parties contre vous très vite en appliquant ma méthode, si j'ai le temps, sur 15 minutes, mais oui, puisque je vais l'appliquer tout le temps. Et je vous dis à très bientôt, et un grand merci à vous, et j'espère que vous réussirez mieux que moi dans vos tournois, grâce à quelques conseils que vous aurez pu piquer ça et là dans mes longues digressions, diatribes, etc., sur les échecs et l'entraînement. À bientôt, au revoir.